Bienvenue à la médiathèque protestante du Stift en ce mois de mars, qui est, comme vous le savez peut-être, très occupée à la médiathèque, puisque vous assistez ce soir à la troisième des 5 conférences du mois, qui s'achèvera, en plus des conférences, par un événement inédit à la médiathèque et à Strasbourg, un salon du livre autour du protestantisme, mais j'y reviendrai dans un instant. Avant le salon du livre, il y aura encore 2 conférences, mercredi prochain. On vous donne rendez-vous donc le 26 mars pour la 3e conférence de notre cycle Albert Schweitzer. Et la séance du mois de mars sera faite par Mathieu Arnold, qui viendra présenter sa biographie de Schweitzer, récemment parue aux éditions Fayard. Et le vendredi, donc le surlendemain, le vendredi 28, à 18h30, jour et horaire inhabituel, nous aurons la joie d'accueillir Jérémy Foa, donc historien des guerres de religion, et qui viendra autour de ces 2 derniers livres, Tous ceux qui tombent, paru à la découverte en 2021, et puis Survivre, une histoire des guerres de religion, paru au Seuil en fin d'année dernière. Et information importante, si vous souhaitez le rencontrer, il ne sera finalement pas là le lendemain, le jour du salon, il doit repartir. Et donc, si vous voulez le rencontrer et échanger avec lui, il faudra donc venir le vendredi soir pour assister à sa conférence. Et donc le lendemain, samedi 29 mars, vous avez trouvé le flyer sur vos chaises, nous vous accueillerons entre 10h et midi, puis entre 13h30 et 18h pour Protestant Livre, la première édition d'un salon de livres qu'on organise avec 2 librairies partenaires, la librairie Jean Calvin et la librairie Oberlin. Et il y aura environ dans cette salle et dans la salle d'à côté entre 30 et 35 auteurs et autrices en signature, avec en invité d'honneur l'acteur et auteur de théâtre Lionel Astier, donc bien connu par les fans de la série Kaamelott, et qui vient non pas pour Kaamelott bien sûr, puisque c'est pas le thème du salon, mais pour une 2e pièce qu'il a écrite sur les Camisards, donc ces protestants qui résistent à Louis XIV après la révocation des Nantes dans les Cévennes. Et le livre paraît dans les jours qui viennent, donc ce sera une avant-première sur le salon. La journée est aussi l'occasion de marquer les 500 ans de l'anabaptisme, avec plusieurs spécialistes du sujet, tant en théologie qu'en histoire, qui donneront le matin des tables rondes, et l'après-midi une conférence sur le sujet. Et enfin, dernière information pratique, l'exposition mexico-ménonite qui est annoncée sur le flyer est reportée à une date encore inconnue, mais à la place, la médiathèque vous propose l'épisode 2 de son exposition intitulée Trésors du Fonds ancien, et où évidemment les panneaux seront les mêmes que la dernière fois, mais par contre le contenu des vitrines, donc qui présentent des ouvrages patrimoniaux de nos collections, seront complètement renouvelés. Et donc vous pourrez voir des séries de documents jusqu'à présent jamais montrés, notamment une vitrine consacrée à l'anabaptisme, étant donné que c'est le thème de la journée. Voilà. Et donc, si le salon du livre est résolument historique, il met plutôt en avant la période moderne, mais c'est avec joie que nous accueillons ce soir un contemporanéiste, avec Florian Wenzel, qui est donc historien, directeur du comité du Monument national du Erzman Müller-Kopf et membre associé du Centre de recherche universitaire lorrain d'histoire de l'Université de Nancy. Il a déjà publié plusieurs ouvrages, notamment un consacré au Lynchkopf. Il a aussi contribué à une bande dessinée, l'Alsace tout prix, parue en 2014. Et donc, vous l'avez compris, c'est un spécialiste de la guerre 14-18 en Alsace. C'est pour cela que nous l'accueillons ce soir, puisqu'il vient nous présenter le livre issu de sa thèse de doctorat en histoire, soutenue en 2020 à l'Université de Strasbourg, au sein du laboratoire DINAM. Je ne sais pas si il faut prononcer le E à la fin. Voilà. Et il a donc consacré son travail de recherche à la destruction puis la reconstruction du patrimoine religieux alsacien pendant et après la Première Guerre mondiale. Et avant de lui laisser la parole, je remercie enfin son éditeur, Vademecum, qui nous fait l'amitié d'être présent ce soir pour la séance de dédicace qui pourra avoir lieu après la conférence. Voilà, donc bonne séance et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Vous m'entendez ou je me rapproche? Ok, on va faire ça comme ça, ce sera mieux. Déjà, je voulais m'excuser à 2 titres. D'une part, de vous avoir fait faux bond il y a quelques semaines de ça, je suis encore désolé. Mais voilà, j'étais dans la possibilité de venir. Désolé aussi pour toutes les années que je racontais, parce que c'est une seconde nature chez moi, donc je vous ai proposé quelque chose d'un petit peu vivant autour de ce sujet. Et surtout, un grand merci aux organisateurs m'avoir permis de venir présenter ici à Strasbourg, où j'ai effectivement fait suivi ce cursus, d'abord chez les historiens et ensuite à l'IEP. Et donc où j'ai soutenu ma thèse il y a quelques années maintenant. Donc merci beaucoup. Pour entrer directement dans le sujet,
en Alsace, on se rend compte, et peut-être plus ici encore à Strasbourg qu'à Münster, où j'ai eu l'occasion de présenter un peu cet ouvrage il y a quelques semaines, que le 11 novembre, on voit souvent les festivités, les entrées en Alsace, et ainsi de suite, l'arrivée des Français, le retour à la France. Mais en fait, on se rend compte que finalement, pour beaucoup, c'est pas vraiment un retour à la normale, mais c'est avant tout le point de départ d'un vaste chantier. Et on va vite se rendre compte que relever toutes ces municipalités de leur ruine vont représenter une tâche complexe et un vrai casse-tête, en fait, à la fois législatif et juridique. Et finalement, il va être simplifié que progressivement, au fur et à mesure de l'adaptation à la situation, finalement, qui est tout à fait exceptionnelle, hein, quand on voit l'ampleur des dommages pour le Haut-Rhin et encore au-delà. Et à ce titre-là, on m'a demandé de parler d'église protestante, bien entendu, le cas s'y prête. Moi, je vais peut-être un peu suivre une situation particulière dans tout cet ensemble, ça va être la vallée de Münster. On va quand même on va y trouver le plus grand nombre d'édifices protestants touchés par le conflit, avec quelques particularités. Alors, en commençant mes recherches, moi, je me suis assez rapidement rendu compte d'une chose. C'est que si les études concernant la première reconstruction, donc cette reconstruction qui suit la Première Guerre mondiale, sont assez nombreuses, on constate que l'Alsace est souvent marginalisée. Alors là, on trouve par exemple sur ce document-là, qui présente les départements sinistrés de la ligne de front. On va s'en rendre compte aussi, notamment à Strasbourg. Et un événement qui n'est pas anodin, en 1936, quand vous avez le président Lebrun qui vient inaugurer le monument aux morts, dans son discours, il va parler des 10 départements dévastés. Je vous laisse faire le compte, il en manque 3. Pas de chance, il manque les 2 départements alsaciens. Et cette constante-là, on va la rencontrer assez fréquemment dans toutes ces études de l'après-guerre. Un des rares à en parler va être par exemple Edmond Michel. Alors Edmond Michel est intéressant, il a fait toute une étude sur les dommages de guerre, 656 pages quand même sur le sujet, donc c'est assez fouillé, très documenté, beaucoup de statistiques et ainsi de suite. Alors, à votre avis, combien de pages concernent l'Alsace-Moselle? Tant qu'à faire, on va mettre la Moselle avec, sur les 656. Je vous pose une question, allez-y, répondez, il n'y a pas de piège. 25. Comment? 5. Ah, pas loin. 6 pages. 1%, presque. Mais cette tendance-là, comme dit, on va la retrouver très fréquemment. Alors, du point de vue, on va dire littérature, on va trouver quelques ouvrages au niveau local, mais ils sont vraiment pas très nombreux. Certains vont être plutôt portés sur la dimension architecturale, c'est le cas du livre de l'architecte Léon Picard. D'autres un peu plus sur le côté art sacré, mais très souvent orientés essentiellement vers les édifices catholiques. C'est notamment le cas du livre de l'abbé Vital-Bourgeois, qui va être assez productif sur la question. Finalement, en creusant un peu tout ça, on se rend compte que cette question du relèvement des clochers alsaciens va symboliser en fait l'état de fait assez complexe duquel les autorités politiques et religieuses veulent sortir au plus vite, et en particulier ici en Alsace. Et en fait, si les édifices religieux représentent là-dedans un aspect tout à fait particulier, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans quasiment aucune commune, on a détruit uniquement l'église. Ils s'inscrivent en fait dans un cadre de destruction beaucoup plus vaste, qui va englober des habitations, d'autres bâtiments publics, industriels, tout ce tissu-là en fait qui va être touché lui aussi, et c'est vraiment des ensembles de dommages en fait qui vont être concernés. On va avoir par exemple le cas, alors ici, ah oui, si je passe pas les diapos, ça va être compliqué. Donc ici plutôt, à Metzeral, la commune est dévastée à quasiment 90%. Heureux hasard, le bâtiment qui est intact là sur votre gauche, c'est le presbytère. Donc c'est un des rares en fait à être resté debout dans l'ensemble de la commune. Donc, ce dont on va se rendre compte assez rapidement finalement, c'est que d'un point de vue matériel, les 4 années de guerre ont généré des ensembles de dommages considérables, et je vous ai dit, jamais vu en fait à cette échelle-là, en tout cas pas en France. Et il va être intéressant du coup de voir un petit peu comment on va comptabiliser les édifices touchés. Et c'est là que commence en fait toute la problématique de ce sujet-là, avec lequel on a fini par remplir Bernard, combien 400 pages. Donc voilà un petit peu. Alors quand on prend l'ouvrage d'Edmond Michel, lui va dénombrer 694 bâtiments publics, parmi lesquels les édifices religieux qui ne sont pas détaillés, donc pour le Haut-Rhin, et 28 dans le Bas-Rhin. On est, quand on compare, très en deçà en fait par rapport à d'autres départements, comme par exemple le Nord, l'Aisne ou les Ardennes. Le Haut-Rhin et le Bas-Rhin sont beaucoup moins touchés, ce qui s'explique en fait par différents facteurs, à commencer par la géographie du conflit. Si on a effectivement une phase de guerre de mouvement à l'été 14 qui va emmener, on va dire, la ligne de front jusqu'à Mulhouse, assez rapidement on s'en détache, et pour se fixer, on va dire, sur les vallées haut-rhinoises,
et avoir, on va dire, un passage de l'autre côté de la frontière, entre guillemets, du côté vosgien, au niveau, pour faire simple, de Sainte-Marie-aux-Mines et du Violu. Je vous passe un peu les détails, mais ça donne déjà, on va dire, un premier ordre de grandeur. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est finalement les motivations qui vont conduire à détruire ces églises. Alors, bien sûr, il y a une partie collatérale, il y a aussi toute une dimension un peu plus stratégique pour toucher ces édifices-là. Et on peut par exemple, là, aller, encore une fois dans la vallée de Münster, prendre le cas de l'église protestante de Stoßwir, là on est en 1915, où on va trouver un rapport d'un régiment d'infanterie français, le 229e, qui va, lui, par exemple, émettre des hypothèses quant à l'utilisation de cet édifice-là. Donc il nous dit, j'ai l'honneur de vous rendre compte que les signaux lumineux ont été faits pendant la nuit, entre 19 et 20 heures, ces signaux partaient d'un groupe de maisons, blablabla, et une maison assez élevée au sud de la cathédrale de Münster. En outre, une lumière a été aperçue entre 22h30 et 23h dans la direction du clocher de Stoßwir. Cette lumière n'a duré qu'une minute, provenant probablement du clocher de Stoßwir. Donc on a toutes ces suspicions-là d'utilisation comme point de repère, comme observatoire, comme finalement de tous ces usages militaires. Alors prenez l'église de Plaine, on va soupçonner d'avoir installé carrément une mitrailleuse dans le clocher, évidemment, en termes d'emploi, ce type de matériel n'a absolument aucun intérêt. Mais c'est tous ces aspects-là qu'on va finalement retrouver assez fréquemment. Les modes d'endommagement sont complètement variés, je vous les épargne. L'artillerie y occupe une grande place, avec des descriptions qu'on va retrouver un peu chez bon nombre de combattants. Ce qui est intéressant plutôt de souligner, c'est de voir parfois justement le côté respect de ces édifices-là et des localités qui sont évoquées par d'autres, avec des raisons tout aussi farfelues que les précédentes. On a par exemple le cas là, du soldat Andrieux qui nous parle de l'église protestante de Zonanac, qui nous dit « Pour justifier notre respect de la localité, les artilleurs salemplistes pensent que nos chefs ont des intérêts immobiliers à Zonanac. L'usine qui aligne là-dessous l'accordéon de ces 10 toitures serait la dot de la femme d'un colonel. C'est pour ça qu'on défend à leurs officiers de jouer le sans anneau au bilboquet avec la cheminée de l'usine, intacte comme la seringue en zinc qui sert de clocher à l'église de Zonanac. » Vous l'avez un peu mieux sur cette vue-là, c'est donc sur la droite. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir tout le regard un peu plus, comment dire, pas dire sacré, mais autour de ces édifices-là, et notamment de ceux qui sont épargnés par les bombardements. On a le cas là, par exemple, d'une vierge du côté de Stoßwir, on le rencontre à Burnhaupt, on va le rencontrer à Sarrebourg aussi, avec le crucifix qui a été soi-disant épargné, avec dénombrement d'impact et ainsi de suite. Enfin, ces aspects-là sont très très nombreux aussi dans les mémoires de combattants. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que finalement l'artillerie n'est pas la seule cause de dommages. À côté de ça, on a tout un panel de destruction volontaire. Quand je dis volontaire, c'est, on va dire, par des armées qui occupent, dans les villages qu'ils occupent, pas un édifice chez l'adversaire. Et ça va être notamment le cas du minage. Alors un des premiers à Leudet, le 15 août 1914, c'est la chapelle de Letzenberg au sud de Turckheim, pour ceux qui connaissent un petit peu, où il ne reste plus grand-chose, ils ont mis des vignes à la place au moment de la reconstruction. On a ici une photo assez exceptionnelle aussi, c'est un cliché pris sur le vif du minage de l'église d'Aspac-le-Bas. On notera quand même le nombre de photographes présents pour immortaliser l'événement, c'est tout à fait exceptionnel. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'à tous les dégâts, on va dire, matériels, immobiliers, s'ajoutent aussi tous les dommages mobiliers. Et là, ça devient assez intéressant, notamment du fait de l'utilisation de ces édifices à des fins diverses. Et on a par exemple le pasteur Schweitzer à Gunpars, c'est le père, c'est pas, mais qui évoque en fait à plusieurs reprises les réutilisations de son temple, et en fait à lui seul il présente bon nombre des aspects et de ces utilisations que les militaires ont pu faire en fait de ces édifices-là. Et il va notamment en parler à l'été 1915 en disant « Hier soir, des troupes sont sorties de la vallée par la grande route en chantant à 10 heures. D'autres des Bavarois rentrent dans la vallée par le village, environ 2 compagnies. À peine j'étais couché, à 10h30, on sonne à la porte. Et blablabla. Et finalement, le pasteur va descendre. Enfin, un des soldats, le bon esprit devait dire qu'ils viennent demander si je permets qu'une compagnie loge cette nuit à l'église. D'autres imbéciles de merde n'avaient pas souffert. Je relivre là, tel quel, ses propos à lui. Non, c'est assez intéressant, mais il va aussi parler un peu plus loin dans son témoignage d'une tentative de transformer son église en lazaret, c'est-à-dire en hôpital, l'usage aussi du bâtiment à d'autres fins, comme école, et ainsi de suite. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'aspects différents. Alors, juste pour préciser, c'est pas une spécialité française, allemande, d'utiliser les édifices religieux, les Français le font tout autant. On a par exemple le cas des fantassins du 15-2, au moment de leur entrée à Münster en début de guerre. Ils dorment à l'église, et vont d'ailleurs se plaindre, en disant « Bon, c'est bien les églises, mais les bancs ne sont pas super confortables ». On le trouve texto dans leur témoignage.
Ce qui est aussi assez intéressant dans ces récits, et notamment des pasteurs, c'est une insensibilité qu'on constate assez rapidement par rapport à toutes ces horreurs de la guerre. Et on va le trouver à Günzburg chez le pasteur Schweizer, on va le trouver aussi chez le pasteur Teutsch. Je me demande s'il n'a pas été ici d'ailleurs ensuite, après son séjour à Mulbach, à Saint-Thomas, qui lui va par exemple évoquer les destructions des églises de Mulbach, de Münster, et qui nous dit notamment le 22 août 1915, à proximité de l'église protestante, un soldat français a été si terriblement déchiqueté que ses membres ont été dispersés, quelques morceaux de chair pendirent encore plusieurs jours à la fenêtre de l'église. Voilà. Il évoque ça comme ça. Bon, en dehors de ces aspects-là, ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est toute la partie récupération d'objets dans ces édifices-là, et en particulier par les militaires. Alors on a différents exemples, c'est par exemple le cas chez le capitaine Bigard, du 4e territorial de chasseurs, qui séjourne en fait dans les environs du Linge, un des principaux champs de bataille en Alsace, avec la France et bien sûr, et qui va nous décrire son abri, et qui nous dit: on rencontre un assemblage si bizarre de misère primitive et de follux dans ces abris. Mes sièges, œuvres de mes chasseurs ou de ceux qui nous ont précédés, sont faits de bois non équarri, mais à côté, j'ai un tabouret de velours rouge qui a l'air grotesque d'un bourgeois cossu, égaré par force dans une réunion de bohémiens. Il doit provenir, je suppose, de l'église du village des Bassutes, dont nous ne sommes distants que de quelques centaines de mètres. C'est le meuble réservé aux visiteurs de Mars. Il continue ensuite tout son descriptif autour de ça, mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. On va voir un autre, c'est par exemple ici dans la chapelle de Schweinsbach à Stoßwir, où c'est cette piéta qui va être récupérée par les chasseurs alpins français pour être installée dans un abri sur un champ de bataille juste à proximité. Pour en revenir, on va dire, à des choses un peu plus générales, essayer de faire un dénombrement précis de toutes ces destructions est assez compliqué. Et on se rend compte que les chiffres vont assez vite diverger et sont très souvent partiels. Alors pour Edmond Michel, on en a parlé tout à l'heure, ça va être 248 églises qui ont été détruites ou endommagées pour ce qui est des 3 départements, donc Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle. On n'a pas trop de détails, donc on ne peut pas vraiment mettre ces chiffres en perspective. On va en avoir d'autres, par exemple Monseigneur Audelin, le président de l'œuvre de secours aux églises dévastées, lui on dénombre 50, mais il dit assez rapidement que ces chiffres ne sont qu'approximatifs et certainement en dessous de la vérité. En effet. On va en avoir d'autres, on a l'abbé Vital Bourgeois qui en 1937, on peut quand même se dire que près de 20 ans après la fin de la guerre, ils ont le temps de les compter, lui vont dénombrer 29 églises et 17 chapelles, avec 74 autres édifices qui ont subi des dommages et qui sont déjà réparés ou partiellement ou complètement. Enfin, c'est très approximatif tout ça. Pareil chez le sénateur Jean Deleuze, même dans les répertoires officiels du conseil départemental, notamment du Haut-Rhin, tous ces chiffres fluctuent. Et finalement, en fait, c'est une étude, on va dire, dossier par dossier dans les archives des dommages de guerre qui permettent d'avoir un ordre de grandeur de ces édifices touchés. Et au total, on en arrive à près de 252 édifices, en grande majorité, vous le voyez, dans le Haut-Rhin, 231 dans le Haut-Rhin, 21 dans le Bas-Rhin, touchés à des degrés divers. Des églises, on va dire, de différents types. On a des églises catholiques, des chapelles, des églises simultanées, quelques-unes aussi. Des églises protestantes, bien sûr. 3 cercles évangélistes également. Et 9 synagogues. Alors, dans cette étude-là, j'ai volontairement pris en compte, on va dire, plutôt uniquement les bâtiments considérés comme publics. C'est-à-dire, on ne va pas trouver dedans les salles de prière, on ne va pas non plus y trouver les abbayes qui sont considérées comme des biens privés. C'est un choix. Pour simplement, on va dire, limiter un peu le champ et surtout s'appuyer sur des archives identifiées et conservées. Tout ce qui touche le privé, en fait, en grande partie fait l'objet de désherbage, y compris dans les fonds départementaux, parce qu'on parle de volumes considérables, et de fait sont beaucoup plus compliqués à retracer. Alors, je le disais, voilà ce que ça donne un peu en termes de volume de dommages. Parmi ces 250 églises, on a quand même une moitié, on va dire, qui était quand même relativement peu endommagée. Ça va de choses très, très basiques, très accessoires. On a le cas, on en discutait un peu tout à l'heure, d'une église au bord du Rhin qui était considérée comme touchée par les dommages de guerre, parce qu'un soldat allemand trébuché sur une marche, a cassé une marche, donc ils se sont fait rembourser la marche quand même. C'est bon, c'est important. Voilà. Non, ce qui va plutôt nous intéresser là-dedans, c'est plutôt la moitié de droite, avec là des valeurs de dommages qui sont quand même déjà beaucoup plus conséquentes, surtout pour des communes qui, je rappelle encore une fois, n'ont pas que ce sujet-là à traiter.
ont beaucoup d'autres aspects à prendre en compte. Alors géographiquement, voilà ce que ça donne un peu. Hein. Côté barinois, c'est assez simple, c'est très centré en fait sur la vallée de Schirmeck, vallée de la Bruche, simplement où des mouvements ont eu lieu hein, au début de la guerre. Côté aurinois, on va vraiment se situer de part et d'autre de la ligne de front, avec quelques cas particuliers. Alors on a par exemple une église à Saverne qui a été touchée. Vous allez me dire, le front n'est pas du tout passé par Saverne pour la Première Guerre mondiale. C'est une église en fait qui a été touchée par un bombardement aérien, qui ne la visait probablement pas du tout, mais qui a été endommagée de manière quand même assez importante. On était sur pratiquement 100 000 francs de dommages. Pour prendre un exemple un peu plus concret, voilà ce que ça peut donner pour la vallée de Münster, avec, on le voit, hein, les édifices les plus touchés qui sont vraiment situés sur la ligne de front, et des édifices, on va dire, beaucoup moins atteints au fur et à mesure qu'on va s'en éloigner. Dans la vallée de Münster, la diversité est absolument totale. Alors, on n'a pas de synagogue, c'est vrai, mais on va trouver des églises catholiques, des églises protestantes, des chapelles. On va aussi avoir un cercle évangéliste, je vous en ai parlé, quelques bâtiments qui ensuite ont été déclassés suite à la Première Guerre mondiale. Donc c'est vraiment une variété assez importante et assez intéressante en fait pour étudier un peu cette situation-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, au sortir de la guerre, on va vraiment observer une Alsace à deux vitesses. Et on va dire, pour faire simple, tandis que dans la partie nord et dans les grandes villes, la préoccupation va être politique, sociale, religieuse aussi, avec le retour à la France, justement. Dans la partie sud, on va plutôt devoir surmonter justement ces ravages de la Première Guerre mondiale. Donc là, je vous remets la carte sous les yeux. Et voilà un peu cette partie concernée, et les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit déjà, par exemple, quand on prend l'enseignant Philippe Husser de Mulhouse en 1916, qui voyage à Strasbourg, qui nous dit « Ici, on ne voit pas grand-chose de la guerre ». Et je trouve que cette phrase-là est très évocatrice parce qu'elle va vraiment, on va dire, reprendre cette situation-là. Et on se rend compte, en fait, en Alsace, et c'est aussi à mettre en garde avec le croquis de tout à l'heure, hein, quand on compare avec l'Aisne ou avec le Nord, finalement, aucune grande ville n'a été touchée dans sa globalité, que ce soit Strasbourg, Colmar ou Mulhouse. Il y a quelques dommages, effectivement, à Colmar et Mulhouse, mais c'est quand même très marginal. Et finalement, en fait, c'est dans cette zone plutôt rurale, dans les vallées alsaciennes et dans le Sundgau, où vont se concentrer tous ces dommages. Ce qui va être intéressant d'observer, c'est que finalement, dans ces communes-là, le temps semble s'être assez rapidement arrêté. Les églises deviennent un peu le symbole de ces paysages de désolation qui sont bien loin de l'Alsace idéale, qu'on va retrouver chez les illustrateurs et autres, qui va circuler très largement avec ces photos de retour en fanfare, avec les entrées triomphantes et les petits drapeaux partout. Et en fait, on va se rendre compte que finalement, ce temps des ruines va représenter d'une certaine manière un prolongement du temps de guerre pour les habitants de ces communes-là, qui en fait n'ont plus rien, qui n'ont plus d'habitation, pour qui finalement les outils de travail vont être détruits, que ce soit les champs, que ce soit les forêts, que ce soit les industries. Tous ces bâtiments-là ont eux aussi été touchés. Et finalement, ces aspects-là vont représenter la priorité en fait dans ces territoires. Trouver des habitations, relancer l'appareil économique, avant bien sûr de reconstruire l'église. L'église n'intervient que dans un second temps. Et c'est assez intéressant, on va trouver justement cet éloignement des préoccupations religieuses, par exemple chez le pasteur Bimelet, qui va évoquer le retour de sa communauté, donc à Solzeren, toujours dans la vallée de Münster, dans ses mémoires. Et qui nous dit, après un temps très très long, on nous a redit, debout, retournez chez vous. Alors la commune a été évacuée en 1915, au moment des gros combats dans la vallée de Münster. Maintenant, nous voulons accompagner ces paroisses qui rentrent. Nous ne parlerons pas de la joie du retour, ni de la peine qui fut souvent présente aussi. Nous ne voulons pas évoquer le travail, les efforts, ni la nouvelle pauvreté, mais nous demander à nouveau que devient l'Église. Les premiers à revenir furent les hommes, chargés de préparer sommairement des habitations. Par la suite, ils ont dit, nous n'avions ni dimanche, ni réconfort intérieur, ni vie spirituelle. En fait, ce n'était même plus une vie humaine, du matin au soir sous la neige et la pluie, pataugeant dans la boue. Il s'agissait de chercher des poutres, des planches, des tuiles ou des vitres pour fabriquer des abris. C'est un exemple encore parmi bien d'autres dans ces territoires-là. On a un autre exemple, c'est le curé B à Metzeral, qui, à son arrivée en février 1921, va comparer le chantier qui l'attend à une mission en Alaska. Metzeral, rappelez-vous, c'est le village où il ne reste quasiment plus rien qu'on a vu tout à l'heure. Ah, pardon, j'ai sauté Solzeren, et nous revoilà à Metzeral. Pour rien faciliter, en fait, lui, le curé B, donc, a en charge en plus
deux paroisses. D'une part Metzeral-Sonnenach, d'autre part Mühlbach-Breitenbach. Et en fait, il n'a pas d'église, il n'a pas de logement, même les routes encore ne sont que des chemins défoncés et inutilisables. Et au cours des premières semaines, le curé va dire la messe dans sa chambre, qui est en fait au-dessus de l'atelier du forgeron, et nous dit la musique de l'harmonium s'y mêle au tintement du métal que l'on frappe. Le dimanche, ce sont 20 à 30 personnes qui assistent à l'office dans sa chambre et dans l'escalier, fatalement. La chambre n'est pas si spacieuse que ça non plus, vous imaginez bien. Et en fait, ce n'est que le 4 octobre 1921, soit plus de 3 ans après la fin de la guerre, qu'une église baraque va être érigée à Mühlbach, donc pour les habitants de Sonnenach, ça leur fait quand même 50 km de marche pour aller à la messe. Et il faut attendre le 4 février 1924, donc encore 3 ans de plus, pour que le culte puisse être célébré dans un lieu dédié à Metzeral. Donc voilà un peu ces aspects-là. Et comme je vous l'ai dit, dans ces pays-là, en fait, on se rend assez vite compte que les clochers sont finalement un peu livrés à eux-mêmes. On va avoir les curés qui ont essayé de se faire un peu avancer à la reconstruction, mais souvent, la réalité des ruines va les conduire avant tout à rechercher un lieu de culte de substitution. On a là, par exemple, l'église baraque de Mühlbach. Et en fait, même trouver une baraque est très compliqué, parce que ces bâtiments-là vont être en priorité affectés aux familles pour les habitations, et éventuellement aussi pour créer, on va dire, des établissements on va dire, à fin économique. On va vraiment assister à toute une foire à l'emploi en fait, par rapport à ces bâtiments-là. On va récupérer les baraquements dans les anciens camps militaires. Alors, on peut imaginer l'état, c'est pas du neuf, c'est du seconde voire troisième main. Il y a des bâtiments administratifs bien sûr, il y a aussi des écuries, enfin toutes sortes de bâtiments dans des états pas possibles. Et ça va vraiment être très compliqué. Alors on a par exemple le cas, le curé Béé qui va nous raconter justement comment il va faire pour essayer de trouver justement une construction provisoire en 1924. On dit la guerre est finie depuis 6 ans, bon, la tension est un peu moindre peut-être sur le marché de la baraque, mais pas du tout. En fait, sa première cible est une baraque idéalement située à proximité de son presbytère, on l'a vu tout à l'heure, mais pas de chance, il ne peut pas s'aligner sur l'offre d'une société de tourisme qui va en faire un refuge au Honeck. Bon, dommage. Dans un second temps, ils vont en trouver une autre, ils commencent à la remettre en état avec les paroissiens, ça se passe plutôt bien, mais là, pas de chance, c'est le terrain qui est vendu. Bon, on recommence, qui dit vendre du terrain, le bâtiment part avec. Finalement, il finit par s'en sortir par une pirouette avec le préfet qui va lui mettre à disposition 2 baraques, qui va réussir à éventuellement regrouper pour en faire qu'une seule, en ayant une petite subvention, et en gros, il aura fallu attendre 6 ans pour avoir un lieu de culte provisoire dans la commune. Ça donne une idée. Ce dont on se rend compte aussi, c'est que qui dit culte provisoire, dit pas forcément baraque. À Münster, on va dire pour les protestants, c'est la salle d'honneur du collège qui va faire office de lieu de culte pendant plusieurs années, tandis que chez les catholiques, c'est en fait la nef de l'église qui va être réutilisée, et en fait le chœur étant plus endommagé, va être condamné le temps de la reconstruction. Alors, l'ameublement des édifices provisoires représente une autre problématique, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le bâtiment est détruit, mais ce qui était dedans n'est pas dans un meilleur état. Et là aussi, ça va être un jeu de relations, de collecte, on va dire, c'est un peu de... Ils vont chercher en fait les objets là où ils peuvent pour aménager ça. Alors là, on a un exemple assez détaillé par Martin Béé, encore une fois, qui a livré ses mémoires assez complètes sur le sujet. Vous avez à peu près une idée de ce qu'il a pu récupérer. Vous avez des choses qui viennent de Strasbourg, d'autres qui viennent de Stoßwir, vous avez un chemin de croix qui vient de Villers, vous avez même l'harmonium qui vient de chez le député, alors je ne sais plus où il est, voilà, le député Broglie-Mulhouse. Enfin, c'est assez varié et éclectique, on va dire, pour meubler son édifice. Pour, on va dire, un peu faciliter ces choses-là, côté catholique, on a notamment des parrainages qui vont assez rapidement être mis en place par Monseigneur Ruch, notamment entre les églises dévastées et les autres églises alsaciennes qui ont été beaucoup moins touchées pour justement se prêter du mobilier, on va dire, s'entraider par rapport à ces aspects-là. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, dans l'église provisoire, il y a certes église, mais il y a aussi provisoire. Et c'est là aussi une situation très problématique, qui est notamment dénoncée par l'architecte Edmond Picard. Alors, je pense pour être architecte, cette période-là, et parler des dommages de gaz, il faut s'appeler Edmond. On a Edmond Picard d'un côté, Edmond Michel de l'autre. Alors, Edmond Picard, lui, était architecte en Alsace, et qui va dire, on va dire de manière très claire par rapport à ce problème-là, un autre danger plus sérieux celui-là, car on y succombe d'autant plus facilement qu'il faut faire vite, c'est de trop s'attacher au provisoire. On rafistole tant bien que mal avec des planches, du papier goudronné et de la tôle ondulée, ce qui peut être rafistolé, et on passe son temps à construire à grands frais des baraquements éphémères. On arrive ainsi à créer des espèces de villages nègres, d'où on est tout étonné de voir sortir des figures d'hommes civilisés, et des baraquements coûtent les yeux de la tête.
On a pour 12 000 francs une espèce de hangar en sapin des Landes de 8 mètres sur 3 mètres 50, un hangar où l'on cuit l'été, où l'on gèle l'hiver, et qui dans 2 ans ne sera bon qu'à faire du bois à brûler. Alors pour revenir un peu sur ces aspects-là, revenons-en à Metzeral, c'est tous ces champs là, de baraquements provisoires que vous avez au premier plan et qui fleurissent en fait dans toutes ces communes-là. Ce provisoire va poser un autre problème, c'est que c'est aussi source de difficultés, notamment sur le plan de la sécurité. Là vous avez par exemple l'église et l'école qui fait office d'école provisoire à Aspac-le-Haut, qui elle en fait va être intégralement détruite par un incendie, c'est des baraquements entièrement en bois, dans la nuit du 3 au 4 décembre 1921. Alors avec le temps et surtout les hivers qui vont s'accumuler, les édifices endommagés vont aussi se fragiliser. Et du coup, en fait, on va constater que pour parer un peu à ces engrenages de la ruine, certaines municipalités vont décider de procéder tout simplement elles-mêmes aux réparations sur les édifices, sans attendre les indemnités, et ce qui va rendre par contre beaucoup plus complexe le travail des commissions d'évaluation après la guerre. Alors, par rapport à ces évaluations, je vous passe les détails. Pour la partie bâtiment, c'est relativement simple. Pour la partie, on va dire, mobilier, c'est beaucoup plus complexe d'établir effectivement qu'est-ce qui se trouvait dans ces édifices-là au déclenchement de la guerre en 1914, et surtout dans quel état c'était. Et on va dire, cet aspect-là va être assez problématique. Et finalement, on va se rendre compte que finalement, la situation administrative elle-même va être tout aussi problématique. Je vais ça. Mais que le cadre administratif ne privilégie en fait en rien les clochers. Et on va avoir différents tâtonnements de législation. Il ne faut pas oublier une partie de l'Alsace, et en particulier celle concernée directement par ces combats dans le sud, est devenue française pendant la guerre, en 1914, en 1915. Et on va avoir d'un côté une législation française, de l'autre côté une législation allemande, qui va être harmonisée en France le 17 avril 1919, mais qu'il faudra ensuite introduire en Alsace, qui ne va pas s'y appliquer immédiatement avec certains ajustements. Et on se rend assez vite compte, en consultant justement ces dossiers d'indemnisation, que finalement, qu'est-ce que vous avez les communes? Ils choisissaient la loi qui les indemniserait le mieux. Donc là aussi, c'était source de difficultés assez rapidement. Alors, côté catholique, on voit aussi qu'eux sont en pleine transition entre Monseigneur Fritzen et Monseigneur Ruch qui arrivent, mais quand même relativement tardivement. Finalement, les choses tardent aussi un peu à se mettre en place. Et pas oublier non plus qu'eux sont préoccupés par d'autres questions aussi, à commencer par les questions religieuses qui accompagnent le retour à la France. Donc finalement, en fait, on va se rendre compte que c'est début 1920 qu'il y a des vraies mesures qui commencent à être prises, et notamment quand l'abbé Sifferlen va dédier aux églises martyrs d'Alsace, finalement un petit fascicule en fait, qui reflète les visites qu'il a faites dans ces territoires sinistrés, et dans lequel Monseigneur Ruch va rédiger une préface en disant « Pierre sacrée, nous vous vengerons en vous relevant, en vous rendant la vie et la joie de chanter notre Seigneur à l'œuvre catholique d'Alsace. C'est pour vos frères, c'est pour vos enfants, c'est pour votre Dieu. » Voilà, les choses sont posées, maintenant il n'y a plus qu'à faire. Et là, ça se complique. Alors, si la prise de conscience assez tardive du rôle à jouer, on va dire, par l'Église, si la prise de conscience peut sembler assez tardive, on se rend quand même compte que finalement, il va occuper une place tout à fait centrale dans la reconstruction des églises catholiques. Alors, petite parenthèse, état d'âme, je vais vous parler beaucoup des catholiques, j'en suis désolé. Pourquoi? Parce qu'en fait, les archives de la coopérative de reconstruction catholique ont été parfaitement conservées à l'évêché, tandis que les archives de la coopérative protestante reposent, elles, dans un fonds privé, dans des archives en fait, d'une entreprise qui en a bouclé totalement l'accès. Donc il n'a pas été possible de consulter, donc malheureusement, on manque d'informations sur ce niveau-là. Mais on va dire le fonctionnement est assez similaire. Donc, pour en revenir à Monseigneur Ruch, en fait, lui a été évêque du côté de Nancy juste avant, et il a eu l'occasion notamment de voir la mise en place des premières mesures pour le relèvement des édifices religieux à ce niveau, et notamment l'initiative prise par l'abbé Charles Touvenin et Paul Fiel, donc de mise en place d'une coopérative justement pour, on va dire, regrouper ces dommages. Pour faire simple, pour ceux qui suivent un peu les chantiers publics aujourd'hui, on pourrait considérer ça comme une maîtrise d'ouvrage déléguée, qui va en fait rassembler les différentes indemnités, les différents besoins pour ces chantiers-là, pour les traiter de manière globalisée. Parce qu'il faut avoir bien conscience d'une chose par rapport à ces chantiers-là, c'est que en fait, les indemnités ne tombent pas en une fois.
C'est lié en fait par tranche budgétaire. Année par année, en fait, une enveloppe sera allouée à la reconstruction des églises. Mais on va dire, si maintenant vous êtes maire d'une commune, c'est pas parce que votre édifice a été, on va dire, l'indemnité a été allouée ou l'édifice a été évalué correctement que vous allez toucher les fonds immédiatement. Pour prendre un exemple, Metzera, la reconstruction va commencer au début des années 30, donc 12 ans après la fin de la guerre. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le temps long, et ces coopératives en fait vont être une réponse justement pour, on va dire, traiter ces sujets-là de manière beaucoup plus globale. Alors, pour en revenir à Monseigneur Touvenin, enfin au chanoine Touvenin, pardon, plutôt, il a eu une promotion maintenant. Donc, lui, il va être invité en fait à venir présenter sa structure en Alsace, début janvier 1922, et en fait, assez rapidement, les maires des communes touchées, les curés des communes touchées, vont se montrer très intéressés par ce dispositif-là, et il va être décidé, donc le 18 janvier 1922, de fonder une coopérative similaire en France. Particularité par rapport aux autres, c'est que, alors là où, on va dire dans tout le reste de la France, ça va être exclusivement composé de religieux, du fait de la situation particulière de ces bâtiments-là en Alsace-Moselle, ben on aura une double direction, à la fois religieuse et laïque, avec donc des élus, des maires, et également pour la partie opérationnelle, il va y avoir d'un côté Monseigneur Metz, qui va être, toujours pas Monseigneur, il est chanoine aussi d'ailleurs, qui va être le directeur, on va dire, ecclésiastique de la coopérative, et en vis-à-vis l'architecte Kirchaker, Paul Kirchaker, qui va en être l'architecte directeur. Finalement, au fil des ans, on va se rendre compte que 73 communes et 59 fabriques, parce que là aussi, la partie immobilier est séparée de la partie immobilier pour ce qui est de la reconstruction, vont adhérer à cette coopérative protestante. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas que qu'une coopérative protestante, il y a également une coopérative catholique. Il n'y a pas que la coopérative catholique, il y a également une coopérative protestante, qui va voir le jour. Et en fait, à l'initiative de l'industriel de Münster, André Hartmann, qui est également maire à ce moment-là, et qui va constituer en fait une structure similaire un peu plus tard, le 30 mars 1922. Elle regroupe pour sa part seulement une dizaine de membres, localisés majoritairement dans la vallée de Münster, et ce qui représente en fait un montant total de 6,7 millions à peu près de francs. Alors, facilité par la modestie de la tâche à accomplir, la mission est achevée en avril 1930 et est dissoute assez rapidement. À titre de comparaison, aux 6 millions des édifices que représentent les édifices protestants, pour les catholiques, ça représente une somme de plus de 55 millions. Donc ça s'inscrit sur un temps beaucoup plus long, avec différentes difficultés qui viennent derrière. Pour donner un ordre de grandeur, les dommages de guerre mobiliers et immobiliers pour le Haut-Rhin sont estimés dans leur totalité à 1,6 milliard de francs. Donc en fait, quand on fait le calcul, tout ce qui concerne les édifices religieux va représenter un peu moins de 3% du total, ce qui est beaucoup et assez marginal par rapport au reste de la mission qui a à remplir également à ce moment-là. Alors là, on a quelques exemples. Je ne vais peut-être pas vous passer le détail, on va dire, de la reconstruction des églises de Schloswig. Schloswig est un cas particulier assez intéressant parce qu'il compte deux églises, une catholique et une protestante, qui se trouvaient chacune d'un côté de la ligne de front. Et ce qui est assez intéressant d'observer chez eux, donc là on a par exemple l'église protestante, là vous avez l'église catholique, c'est que tout au long de cette reconstruction-là, le maire va devoir veiller à ce qu'un équilibre soit respecté entre les deux communautés. Ce qui est assez particulier parce que certains chantiers avancent plus vite du fait de leurs acteurs, il va y avoir des difficultés avec certaines entreprises, il va y avoir des difficultés avec certaines des décisions qui ont été prises et qui ne passent pas forcément. Et à chaque fois, on va dire, il y a eu tentative de tempérer pour justement essayer de faire en sorte que chacune des deux communautés soit, on va dire, soit au même niveau. Donc, pareil, on a les mêmes phases, des églises provisoires qui sont aménagées, et ensuite, donc, les chantiers à proprement parler qui vont démarrer. Donc l'adjudication se fait assez tardivement. Il y a notamment des difficultés au niveau de l'architecte communal. Est-ce qu'on en prend un seul, est-ce qu'on en prend un pour chaque édifice? Donc là aussi, vous allez avoir différentes problématiques en lien avec ces architectes directeurs des coopératives, avec on va dire, certaines influences locales en disant « oui, mais lui il est sympa, je le connais, il a déjà fait une église là ». Et ces aspects-là sont assez intéressants, mais on va dire, donnent un aperçu de cette situation qu'il faut ensuite mettre à l'échelle de toute l'Alsace. C'est-à-dire là, c'est deux édifices parmi, je vous l'ai dit tout à l'heure, 231 pour le Rhin.
C'est toutes ces difficultés-là aussi qui sont gérées par la coopérative. Donc là, vous avez un des derniers états de cette reconstruction-là, sachant que généralement, le point d'orgue de ces chantiers vont être la bénédiction des cloches, le baptême des cloches, et qui va marquer, on va dire symboliquement, le retour, l'achèvement des chantiers d'une part, et finalement un certain retour à la normale dans ces communes, l'église étant bien souvent voire l'un des derniers bâtiments reconstruits. Alors voilà encore, on passe les détails. La question des cloches est assez rigolote parce que quand on va fréquenter les archives communales, on peut se rendre compte qu'on a un peu le même type de démarchage qu'on peut avoir aujourd'hui là sur nos téléphones à longueur de journée pour des Velux ou des primes du gouvernement. À l'époque, c'était pour des cloches. Vous avez tous les fondeurs de cloches qui ont pris mal plaisir à envoyer des catalogues dans toutes les communes. Faites une recherche là-dessus, je vous le conseille, c'est super. Vous avez des cartons pleins de catalogues de cloches dans certaines municipalités, je dois dire pour ne pas les citer, il y en a d'autres. C'était assez intéressant. Bref, pour en revenir à notre étude un peu globale, on va dire, on peut décomposer cette reconstruction finalement en deux phases, je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Une phase théorique en fait, avec, donc je disais, le choix d'un architecte communal qui va définir l'état des dommages, ensuite la vérification de ces dossiers par la commission d'évaluation, derrière une approbation technique et esthétique des nouveaux projets notamment par la direction des Beaux-Arts, là aussi parfois ça donne lieu à quelques allers-retours, et puis derrière une validation de l'indemnité par la direction départementale des dommages de guerre, la validation du dossier dans sa globalité par le préfet, et finalement, et c'est là que ça devient intéressant, l'attribution d'une indemnité. C'est que dans un second temps qu'on va pouvoir passer dans une phase vraiment pratique, avec l'application des différents lots, soit en direct par les communes, soit par l'intermédiaire de la coopérative, donc, et ensuite donc, le choix des entreprises et finalement le lancement du chantier à proprement parler. Pour vous faire un ordre d'idée, la clôture, on va dire, de ces chantiers pour la coopérative catholique intervient en 1946. Entre-temps, on est reparti pour un tour avec la Seconde Guerre mondiale. La coopérative ne va pas du tout être réutilisée pour ces chantiers-là. Et ça va être mis de côté et géré en fait cette fois plus directement par l'État à travers notamment le MEE. Voilà. Alors quel bilan ? Finalement le bilan il est assez partagé. Et ce qu'on va souvent entendre, c'est que finalement du point de vue architectural, la première reconstruction des édifices religieux en Alsace passe pour peu original, si ce n'est pour quelques rares exceptions, à noter notamment les églises reconstruites par Gélis, qui, hasard bien sûr, est également l'inspecteur des monuments religieux en Alsace. En dehors de ça, finalement, on va se rendre compte que les édifices choisis sont quand même souvent très classiques, avec des accents régionalistes très prononcés. C'est généralisé à l'ensemble des reconstructions post-Première Guerre mondiale, en tout cas dans beaucoup de secteurs. Mais en fait, ce dont on se rend compte en allant fouiller d'un peu plus près dans ces archives, c'est que c'est pas du tout faute d'avoir des projets qui sont plutôt novateurs pour la période. C'est vraiment un choix et le reflet d'une volonté de se rapprocher finalement d'un état antérieur. Et là, vous avez l'exemple pour Metzeral avec les différents projets qui ont été faits. Donc là aussi, c'est des gens qui viennent de Paris, des Yvelines, de Bar-le-Duc. Bon, au final, ils ont pris l'architecte directeur de la coopérative en se disant que ça pouvait faciliter certaines choses. C'est Paul Kirchaker qui va reconstruire cet édifice-là. On va se rendre compte aussi qu'on va trouver quand même un nombre assez conséquent d'architectes autour de ces projets-là en Alsace, avec certains qui vont reconstruire beaucoup d'édifices, Kirchaker notamment, mais c'est pas le seul, c'est aussi les deux Mulhousiens, Eisenbraun et Schwartz, qui ont reconstruit chacun 15 églises quand même dans le département. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que les architectes Volkel et Wolf, qui étaient les architectes directeurs de la coopérative protestante, ont reconstruit quasiment toutes les églises protestantes du Rhin. Là aussi, facilité sans doute par justement la coopérative qui coordonnait. Et même constat pour ce qui est des synagogues, où ça va être, dans la plupart des cas, le cabinet Dreyfus de Mulhouse qui va procéder à la reconstruction. Ce qui est aussi intéressant d'observer, c'est que finalement, on constate en Alsace, entre 1870 et 1914, on a quand même un nombre important de constructions d'églises, y compris dans ces territoires qui ont été touchés par la Première Guerre mondiale. L'église de Metzeral est quasiment neuve, l'église de Sonnenberg également. Mais finalement, alors que les architectes sont toujours en exercice, pour Metzeral c'est Gerling, pour Sonnenberg ça va être Heli, ça ne va pas être forcément le même architecte qui va être retenu pour reconstruire l'édifice, même s'il est reconstruit à l'identique. C'est assez particulier, assez paradoxal, c'est des choix.
Pourquoi on n'en a pas, malheureusement pas la trace? Par contre, je vais parler, est-ce que c'est innovant ou pas? Là où on va trouver l'innovation, ça va être plus dans la structure. Et dans ces nouvelles églises post-Première Guerre mondiale, on va quand même constater un emploi assez massif, bien que ce soit caché en fait, on va dire une apparente, un classicisme apparent, mais des matériaux industriels standardisés, que ce soit des briques, des poutrelles mécaniques, métalliques, des tuiles mécaniques également. Et finalement, pour faire face à cette situation d'urgence, c'est aussi rationaliser les coûts, tout simplement. Voilà, par exemple, quand vous avez un plan de coupe de l'église de Metzeral, on en trouve aussi de manière assez fréquente. Alors, globalement, on va se rendre compte que finalement l'innovation était quand même plutôt au rendez-vous. Et on va aussi se rendre compte que l'art sacré a lui aussi profité de l'important chantier de reconstruction pour se renouveler. Et on va notamment trouver différents peintres, alsaciens ou non, de renom, qui vont contribuer au relèvement des lieux de culte dans la région. On va notamment avoir René Kuder qui va faire les décors de l'église de Cernay, par exemple. Vous allez avoir Paul Ledoux qui va faire les peintures du chœur de l'église de Münster, alors qui aujourd'hui ne sont plus visibles, malheureusement. Et également toute une innovation, notamment sur les vitraux. Alors, une des firmes qu'on va plus fréquemment rencontrer, ça va être Hoth, qui va beaucoup produire sur ces nouvelles églises en Alsace au début du XXe siècle. Gérer également du côté de Mulhouse. Mais on va également avoir Joseph Erisman qui va proposer différents projets. Et notamment, alors d'une part du côté de Sulzeren, mais également à Mulbach, où il va réaliser pour le chœur une reproduction avec ça du diptyque des 4 apôtres d'Abrecht-Dürer de 1524. Donc, et ce qui est intéressant de constater justement, c'est ces artistes alsaciens, c'est qu'ils conservent en fait ces influences allemandes, que ce soit chez les artistes, chez les verriers, chez les artisans aussi. On a par exemple Théophile Clem, qui va faire qui tient un atelier d'art sacré, qui est formé notamment du côté de Vienne, où il a participé à la restauration de plusieurs églises gothiques. Par contre, là où c'est plus intéressant, finalement, l'appel à les artistes hors région, et vous parlez tout à l'heure de Paul Ledoux, fait un peu exception dans ce paysage-là. Ils ont quand même beaucoup utilisé des intervenants locaux. Au niveau de l'art sacré, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est toutes ces références en fait, directes à la Première Guerre mondiale, et notamment aux souffrances qui ont été véhiculées pendant le conflit. Alors ça peut être soit par les aspects militaires, alors à gauche vous avez donc la maquette d'un vitrail qui a été fait à l'église de Plaine, dans le Bas-Rhin. À droite c'est le vitrail dit du souvenir de l'église de Metzeral, mais également des civils. Et on va avoir différents vitraux, on trouve à Cernay, on trouve à Namertier. Ici, c'est un vitrail Erisman, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été fait dans l'église, qui a été mis en place dans l'église protestante de Sulzeren, qui va représenter l'exil et le retour des populations. Parfois, on a des peintures. En fait, on a vraiment toute une diversité à ce niveau-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que justement ces vitraux commémoratifs ont parfois été refusés par la commission diocésaine des monuments religieux. Et c'est notamment le cas à l'église Saint-Léger, alors pour les catholiques encore une fois, Saint-Léger de Münster, où le 26 décembre 23, le curé Viard va soumettre les esquisses proposées donc, par Hoth, encore une fois, pour 2 vitraux destinés à être placés dans le transept en remplacement des anciens détruits pendant la guerre, dont l'un représente une scène de guerre et doit être placé au-dessus de l'autel de la Vierge Douloureuse, à côté duquel sera fixée une plaque commémorative en l'honneur des soldats et civils catholiques de Münster, morts victimes de la guerre. Mais la commission va alors estimer que les ornements sont en opposition avec la décoration de l'église, et puis finalement ils vont faire des choses beaucoup plus classiques en mettant des représentations de saints. Ce dont on se rend compte aussi, c'est que parfois, en fait, c'est les traces de la guerre elle-même qui vont être préservées et volontairement exclues de la reconstruction. Alors vous avez l'exemple plus ultime, c'est les ruines de l'église de Leimbach, côté de Thann, dont les ruines ont été conservées en l'état, elles ont été classées monuments historiques dans les années 50, elles sont toujours conservées sur place, et l'église, ils en ont profité pour la reconstruire au milieu du village. Vous allez avoir aussi, par exemple, sur la collégiale de Thann, encore des impacts qui sont visibles. Je vous l'ai montré tout à l'heure, la statue de la Vierge à Stoßwir, les impacts vont être préservés. Donc là, volontairement, et c'est en fait une directive nationale, il est fait le choix de ne pas restaurer intégralement ces édifices-là ou ces vestiges-là.
Et comme je vous disais, finalement, c'est la consécration des nouvelles églises qui va apparaître comme le moment final de ces chantiers, comme une sorte, et c'est les mots qui sont souvent employés dans ces fêtes de consécration, de résurgence de l'union sacrée, qui a pu être observée pendant la Grande Guerre. Finalement, le curé et le maire ont dû se mettre d'accord pour reconstruire l'église, donc ça peut créer des liens aussi. Et elles vont de pair, en fait, avec la fin de la reconstruction de ces municipalités-là, notamment dans les communes rurales. Et ce qui est assez intéressant de voir aussi, alors là, par exemple, on est du côté de Soulzeren, encore une fois, c'est que bien souvent, finalement, cette église provisoire va être associée, justement, à la bénédiction de la nouvelle église, avec symboliquement un cortège qui va la quitter définitivement en portant les ornements pour se rendre dans le nouvel édifice. Donc ils vont appeler ça par exemple un adieu à la baraque pour ce qui est du pasteur Bimelet à Soulzeren. Alors ce que je vous propose, peut-être juste pour finir rapidement, je ne sais pas quelle heure il est, mais j'espère pas que ça va être trop long, c'est de voir finalement comment cette reconstruction a pu opérer. Alors, à Münster, je me suis permis d'appeler ça la magie de la reconstruction, et voir finalement tout ce que ça a changé pour ces édifices-là, avec des choses assez simples de prime abord. Alors là, par exemple, on a l'église protestante de Metzeral, dans son état avant-guerre. Vous l'avez dans son état 1920, donc au moment en fait, où les gravats ont été déjà retirés par les équipes de travailleurs, des services de travaux des premières urgences. Alors Metzeral, vous l'avez là également, si vous voulez la version un peu plus grande. Et, magie de la reconstruction, ah ben voilà. Qu'est-ce qui manque? Il n'y a plus de rosaces. Bah oui, c'était compliqué, techniquement, ça coûtait cher, donc pour faire des économies au moment de la reconstruction, ils ont décidé de supprimer la rosace et de faire un mur plein. Autre exemple, on peut aller par exemple du côté de Zonnanac, où là, en fait, on va trouver une chapelle, en fait c'est pareil, c'est la photo de gauche, c'est la chapelle dite du Bulle, qui n'arrangeait pas trop la municipalité au moment de la reconstruction. Donc eux ont eu une idée assez lumineuse. Qui dit reconstruction a dit aussi également en France la loi Cornudet, qui permettait de revoir en fait tout l'alignement dans les communes. Alors certains l'ont fait, d'autres ont mis beaucoup moins de zèle à l'appliquer. Et la municipalité y a vu une belle opportunité et a monté un beau dossier au service des dommages de guerre en disant oui, mais bon, cette chapelle, certes, c'est une chapelle, mais surtout en fait c'est sa cloche qui nous servait d'alarme en cas d'incendie dans la commune. Et puis bon, c'est pas tout, c'est qu'elle se trouve en fait, elle empiète sur la rue du Bulle, qu'on aimerait bien élargir un petit peu. Donc si on pouvait récupérer en fait les indemnités de dommages de guerre pour agrandir notre mairie et bien sûr aménager un clocheton incendie dans la mairie, ce serait bienvenu, ce qui a bien évidemment été accepté. Donc cette chapelle en fait n'existe plus aujourd'hui et vous avez une rue bien large du Bulle à Zonnanac si vous souhaitez la parcourir, c'est très joli, c'est le plus beau village d'Alsace, j'en viens, c'est normal. Pour faire simple, voilà, là où on va compliquer un peu les choses, c'est par exemple du côté de Mühlbach. Alors Mühlbach, on avait avant-guerre une église mixte, c'est-à-dire, je vous explique pas ce que c'est, vous savez tout ce que c'est, qui servait à la fois aux catholiques et aux protestants, qui se partageaient tant bien que mal. Alors, après 1870, les Allemands ont mis quand même beaucoup de fonds dans la construction de nouvelles églises, et un nouveau projet avait déjà été envisagé également à Mühlbach, de dédoublement d'églises, donc en laissant l'ancienne aux catholiques, oui, et en construisant une nouvelle pour la communauté protestante. Les deux communautés étaient plutôt favorables à cette séparation, mais finalement la guerre est passée par là, les deux communautés ont vécu à peu près la même chose, se sont soudées, et après-guerre, se dit non, on ne veut plus d'autres églises, nous on veut notre église d'avant, merci de nous la reconstruire. La municipalité était d'accord, l'évaluation a été faite, les projets pour la nouvelle église étaient lancés, mais arrive l'évêché, qui doit valider. Rappelez-vous du petit schéma, à un moment donné, il valide aussi la proposition, et ça a fini chez le vicaire général Kretz, qui nous a dit ah non, pas du tout, il y a une réglementation par rapport aux églises simultanées, on ne reconstruit pas d'églises simultanées, on en construit deux. La question qui suivait était assez logique, c'était mais qui va payer la deuxième église? Vous avez une indemnité, donc débrouillez-vous. Finalement, la commune de Mühlbach s'est vue dans l'obligation en fait, de construire finalement une nouvelle église, de reconstruire leur ancienne église pour justement satisfaire à cette législation-là. Et en fait, ont dû puiser dans leurs propres ressources, en vendant des terrains, en vendant des bâtiments, en réemployant d'autres indemnités de dommages de guerre, pour la construction de cette église-là, dont la population en fait ne voulait même plus. Et c'est assez, on va dire, c'est finalement un de ces paradoxes de cette reconstruction. Il y en a quelques autres, mais je pense que c'est l'un des plus visibles. Et finalement, ça donnait lieu donc à deux consécrations. Bon, là, c'est pas la consécration, vous avez bien sûr, c'est une procession devant le chantier. Et là, vous avez donc
la consécration de l'église protestante de Mühlbach, qui finalement, elle, est restée en fait à l'emplacement de l'ancienne église, donc de celle que vous avez ici. Allez, dernier exemple, et après j'en aurai terminé. C'est la chapelle de l'Aisne à Metzeral. Alors là, c'est assez fascinant. La chapelle de l'Aisne, en fait, pour faire simple, c'est un petit édifice dans lequel on célébrait un peu le culte avant la guerre, mais qui était finalement pas très utilisé. C'était plutôt du côté de l'église simultanée de Mühlbach que se tenaient les cultes. Elle va être intégralement détruite pendant l'offensive française dans la vallée de la Fecht, au printemps 1915. Et au lendemain du conflit, en fait, sous l'impulsion de son curé, le Martin Péé, dont on a déjà un peu parlé, le petit édifice sinistré va être transformé en une église paroissiale. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir finalement ce que le curé en a fait pour réussir à parvenir à ses fins, c'est-à-dire un monument du souvenir alsacien, je reprends ses propos, dédié aux combattants français en premier lieu, qui sont tombés sur le front des Vosges. Alors pour refaire un peu l'historique, il arrive à Metzeral le 2 février 21, et il va se démener pour aménager donc d'abord une première église provisoire du côté de Mühlbach, puis une seconde ensuite à Metzeral, au moment où justement un deuxième curé va être nommé dans la paroisse voisine de Mühlbach-Breitenbach. Et dès lors, une fois qu'il a son église provisoire, sa priorité va être la construction de la nouvelle église de l'Aisne. Et finalement, dès le 8 juin 1922, il va présenter à l'évêque de Strasbourg, Monseigneur Ruch, son idée de dédier le nouvel édifice aux soldats français qui ont combattu sur le front des Vosges. Pour l'évêque, pas de souci, marchez, je vous aiderai, lui aurait été lancé. Et à la suite de cet échange, donc, il va créer l'œuvre du souvenir alsacien, qui est une association qui est en fait assez pratique sur le plan administratif, qui va lui permettre de recueillir différents financements pour son chantier. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il a déjà une expérience dans la construction d'églises, et il va assez rapidement se mettre en quête des fonds nécessaires pour sa construction, parce qu'en fait, l'indemnité qui va toucher pour l'ancienne chapelle de l'Aisne va être d'à peu près 200 000 francs, ce qui ne suffit absolument pas pour construire une église, et encore moins pour ses projets, pour les projets que lui avait. Donc derrière, il va faire différents événements. Alors, il va faire des fêtes de bienfaisance à travers toute la France, en se faisant aider par le comité des dames notamment. Alors pour ça, il va collecter, j'ai envie de dire, tout et n'importe quoi, des objets, des denrées. Alors, on a des listes complètes de ce qu'il a pu récupérer à droite à gauche pour les vendre dans ces fêtes de bienfaisance. On a du fromage de Münster, évidemment, des oies de Nordouze, du kirsch, du vin, des poteries, pas de problème. Alors la première de ces fêtes va être organisée en 1924 à Paris, sous le patronage de Madame Millerand et du général Gouraud, qui permet quand même de récolter 52 000 francs, mettre en rapport avec les 200 000 qu'il avait au départ, c'est quand même des sommes assez coquettes. Ils vont en faire deux autres, une à Lyon, une à Bordeaux, qui vont au total rapporter quasiment 100 000 francs de plus. Et après, il va y mettre en place différentes opérations. Alors, je vous rappelle qu'il est curé, juste en passant, mais voilà, il va organiser des tombolas, normal. Il va organiser, ça c'est fantastique, des ventes d'œufs de Pâques. Et oui. Donc voilà, on va trouver différentes choses de la sorte. Et ça va beaucoup plus loin, parce qu'en fait, le curé va également publier plusieurs ouvrages en lien avec la Première Guerre mondiale dans la vallée de Münster. Alors, un heure inoubliable où il va raconter les entrées de troupes françaises sous des angles très, très cocardiers en 1918, ou encore Nos beaux soldats des Vosges, où il va faire le portrait de soldats qui ont pour l'essentiel été tués du côté de Metzeral. Et ça va encore plus loin. Je l'ai dit, il veut faire le monument du souvenir alsacien, et là ça devient assez intéressant. Il va monnayer en fait auprès des familles. Donc son idée en fait était de mettre en place les noms de ces soldats, enfin de certains de ces soldats, sur des plaques de marbre de Carrare, en tout cas à l'intérieur de son église. Et donc il va monnayer en fait ces inscriptions-là pour graver le nom des proches finalement tombés pendant la Première Guerre mondiale. Et donc finalement il va mettre en place toute une grille tarifaire avec des facilités de paiement pour les familles qui souhaiteraient mettre sur ces plaques le nom de leurs proches tombés pendant la Première Guerre mondiale. Alors je vous lis un extrait de la plaquette parce que en termes de marketing c'est assez avancé. Toute personne ou société commune, paroisse, régiment, institut, école, etc., on sait jamais, versant la somme de 1000 francs aura le titre de fondateur et son nom sera inscrit en lettres d'or sur une plaque en marbre dans le cœur de l'église. Tout souscripteur de 500 francs sera nommé bienfaiteur et son nom sera inscrit sur l'autel de la chapelle dédiée aux donateurs. Tout souscripteur de 300 francs aura son nom inscrit sur une plaque de marbre dans cette même chapelle. Tout souscripteur de 100 francs aura son nom inscrit dans le livre d'or déposé dans la future église commémorative.
seront inscrits sur les plaques de marbre les noms des soldats français morts en Alsace, dont la famille veut bien souscrire la somme de 100 francs, payable dès maintenant ou en 3 annuités de 35 francs. Là où ça devient encore plus intéressant, je vous ai dit au départ, ils rendent mal aux soldats français. Mais quand on creuse un petit peu, alors la plupart des noms, certes, sont des noms de soldats qui ont été tués sur le front des Vosges entre 1915 et 1917, mais on va se rendre compte que, pas de chance, certains sont morts sous l'uniforme allemand. Ça va être le cas de... ils ont payé, probablement, parfois. Ça va être le cas notamment de deux lieutenants, Roll et Rémy, qui sont originaires de Zonanac, donc le village juste à côté, et qui sont morts en fait en captivité sur le front de l'Est. Mais, encore une fois, sur le fronton, c'est un monument dédié aux libérateurs. Alors, on se rend compte finalement que les recettes ont quand même été insuffisantes pour mener à bien l'ensemble des projets souhaités par le curé, parce que ce que je ne vous ai pas dit, ce curé-là ne voulait pas construire une église paroissiale uniquement, il voulait également construire une église du souvenir, une église votive, au cœur du village. Et comme modèle, il s'est dit, allons-y, faisons les choses simplement, il voulait faire une réplique de Saint-Pierre de Rome. C'est allé très loin, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'est allé jusqu'au stade de l'établissement des plans et de la maquette. C'est ce que vous avez ici, notamment. Bon, il a pris que la partie centrale, il n'est pas allé plus loin. Mais on retrouve cette maquette dans les archives du conseil de fabrique. C'est assez fascinant. Et finalement, on va quand même se rendre compte que après finalement une action d'assez longue haleine qui s'est répartie sur plus de 10 ans, le curé est quand même parvenu à construire son église commémorative et paroissiale, donc qui regroupait les deux parties, et que lui place aux côtés du Monument national de l'art Mansfield-Arcopre, qui est en cours de construction également, qui va être innové en 1932. Et donc, comme je disais tout à l'heure, un élément, alors je ne sais pas si on voit bien là, non, on ne voit pas là-dessus, va être l'élément le plus, on va dire, imposant sur l'édifice, va être la mention sur la façade, à nos vaillants soldats, l'Alsace reconnaissante, donc qui est gravée directement dans le grès, et avec toutes les références, on va dire, commémoratives à l'intérieur, les différents vitraux du souvenir, et également un vitrail commémoratif qui est mis en place dans la tribune, qui présente en fait l'état de la chapelle au début de la guerre, la chapelle détruite, donc largement inspirée de la carte postale qu'on a montrée tout à l'heure, et l'église provisoire, donc les différents stades finalement qui ont fini par aboutir au nouvel édifice. Et en fait, cette nouvelle église catholique de Metternich-Solana qui est assez intéressante parce qu'elle va symboliser à la fois la reconstruction des lieux de culte alsaciens après la Première Guerre mondiale, et cette transformation-là va montrer aussi différents aspects architecturaux, j'ai parlé d'innovation tout à l'heure, ces aspects commémoratifs aussi, et finalement on se rend compte aussi du rôle du curé dans ces constructions-là, parce que finalement c'est lui qui a vraiment façonné, on va dire, ce projet tel qu'il l'a souhaité. Il s'est appuyé sur l'architecte directeur de la coopérative, certes, mais c'est lui-même qui a beaucoup œuvré aussi pour rassembler ces fonds-là, et pour en faire finalement profiter, on va dire, profiter de ce développement du culte du souvenir durant l'entre-deux-guerres pour pouvoir construire l'édifice tel qu'il le souhaitait. Voilà, j'ai été long, voilà un aperçu un peu global, il y en a encore beaucoup plus là-dedans, mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Comme annoncé, c'est le moment des questions, donc profitez-en. J'ai une question d'ordre un peu juridique. Donc l'entretien des édifices religieux pour les catholiques, c'est le conseil de fabrique, pour les protestants, un établissement du culte similaire. Et là, vous avez beaucoup parlé des curés, des coopératives, mais apparemment, le conseil de fabrique n'a pas joué un grand rôle, ou est-ce que j'ai mal compris ? Alors non, c'est pas qu'ils n'ont pas joué un grand rôle, c'est que leurs archives ne sont pas centralisées. Tout simplement, c'est beaucoup plus complexe et le conseil de fabrique, par définition, va changer de président tous les 2 ans et la conservation des archives dans ces derniers est souvent très aléatoire. Il y a des fonds de fabrique, notamment du côté de Metzeral, de Mulbach, qui sont très intéressants, avec des documents très intéressants. Mais malheureusement, après, pour 230 édifices, je ne vais pas créer toutes les communes, bien entendu, mais c'est très, très compliqué. La Seconde Guerre mondiale aussi passait par là, avec beaucoup de destructions à ce moment-là, notamment du côté du Sungo. Je pense à Vissel, par exemple, où toutes les archives ont été détruites.
et ainsi de suite. Non, les conseils de fabrique jouent un rôle tout aussi important. Après, c'est vrai qu'au moment de l'adhésion aux coopératives, alors je parle pour les catholiques, pour les protestants, je n'ai pas l'information pour simple raison de cette rétention d'archives dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais pour les catholiques, c'est souvent le curé qui va représenter à la fois la fabrique et, on va dire, l'église. Et qui va être le seul interlocuteur, on va dire, avec le maire du service des dommages de guerre. Les présidents de conseil de fabrique, je ne les ai jamais rencontrés, ni dans l'organigramme de la coopérative, ni en tant que tel sur le terrain. Mais je pense aussi que ces présidents sont aussi, on va dire, ont aussi leurs propres soucis, leur propre reconstruction à gérer derrière, donc eux ont également préféré déléguer. Ce dont on va parfois se rendre compte au moment de l'adhésion à la coopérative, dans certaines communes, on va dire, les choses vont prendre beaucoup de temps à se mettre en place, et notamment justement au niveau de la délégation, on va dire, de représentation au curé pour ce qui est des fabriques. Mais au final, c'est toujours lui qui l'emporte. Pour quelle raison, je ne sais pas, j'en ai pas trouvé trace. Mais en tout cas, eux, on les trouve pas en première ligne. Après, la fabrique en elle-même a aussi son importance, bien sûr. Pourquoi vous vous arrêtez en 1932 et est-ce que tous les édifices religieux ont été reconstruits avant la Seconde Guerre mondiale? Matériellement parlant, oui. Alors pourquoi 32? Tout simplement, c'est un choix. 32, c'est l'année de la fin de la reconstruction de l'église de Metzeral-Sonnerak, qui est en fait le dernier gros édifice à être construit, qui représente un peu le symbole de toute cette période-là. La problématique, si on avait voulu être uniquement, on va dire, s'en tenir aux faits à la reconstruction, je l'ai dit tout à l'heure, la coopérative catholique a été dissous en 1946. Mais aller jusqu'en 1946 faisait prendre en compte un autre conflit qui n'a absolument rien à voir avec cette reconstruction-là. C'est pas le même le même type de destruction, c'est pas la même échelle, c'est pas les mêmes acteurs. Au final, ça n'a rien à voir. Donc, aller plus loin n'apportait pas grand-chose. Le gros de la reconstruction était déjà assez à ce moment-là. Les dernières tranches d'indemnisation, en fait, sont, on va dire, c'est plus au niveau des décomptes que ça posait problème. C'est-à-dire, est-ce que l'argent mis à disposition a effectivement été employé pour la reconstruction de l'église, ou est-ce qu'il y a des reliquats, est-ce qu'il y a des choses à, on va dire, à ajuster? Ces questions-là, on va dire, fondamentalement, n'apportaient pas grand-chose au sujet. C'est pour ça que j'ai préféré m'arrêter vraiment à la fin de ces reconstructions opérationnelles, à une date qui est symbolique, qu'on peut éventuellement contester, mais en tout cas aller jusqu'à la fin réelle, c'est-à-dire les dissolutions de la coopérative, donc la clôture administrative du dossier, n'avait en l'occurrence pas vraiment de sens. J'ai une question sur les sources. Oui. Que vous avez cité un certain nombre de sources différentes en indiquant que le côté protestant, c'était un peu difficile. Vous avez cité les coopératives de reconstruction. Donc là, c'est l'archive départementale. Non. Non. Dans les communes? Non. Les coopératives de reconstruction, en fait, la chance qu'il y a par rapport à ça, c'est que les archives diocésaines ont conservé toute la correspondance du directeur de la coopérative, le chanoine Metz, qui était aussi qui était employé de l'archevêché de Strasbourg, et eux ont conservé ces archives. Et l'intérêt de ces archives-là est en fait, lui, à conserver tout le courrier qu'il recevait, mais également tout ce qui sortait. La coopérative, en fait, est un organisme privé, c'est pas un organisme public, ça ne dépend pas du département. Alors au département, vous allez avoir des archives qui concernent ces coopératives, mais c'est uniquement les documents qu'ils ont reçus et qu'ils ont traités à ce niveau-là. C'est pas les archives même de la coopérative. Ça, c'est des documents en fait, qui sont privés. Et en fait, vous en avez de deux types. Vous avez la partie direction. Donc là, en l'occurrence, c'est les documents du chanoine Metz qui sont conservés aux archives diocésaines de Strasbourg. Alors, je ne sais pas si elles sont déposées aux archives d'Alsace. Déjà, c'est en passe de l'être. Peut-être entre-temps, ça a été fait. Sincèrement, je ne saurais pas vous le dire. Et en vis-à-vis, vous avez les archives de l'architecte directeur, qui sont des archives beaucoup plus techniques, mais qui, elles, n'ont pas été conservées. En tout cas, n'ont pas été retrouvées à ce stade-là. Paul Kirchhoeker ayant plutôt mal fini, ayant été rattrapé par des affaires d'escroquerie de dommages de guerre, a préféré se donner la mort. Et ces archives, en fait, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Dans la famille, ils n'en savent pas plus et ils n'ont pas été déposées dans des fonds publics. Mais c'est vraiment ces archives, on va dire, de la direction qui permettent d'alimenter cette recherche-là. Après, au niveau des communes, vous allez trouver aux archives départementales l'état des dommages, les évaluations qui sont faites par les archives communales, ce genre de choses. Mais ce n'est pas la partie opérationnelle, c'est la partie indemnisation. La partie opérationnelle va vraiment être déléguée à ces coopératives qui va les suivre. Au niveau des communes, en fait, une fois que la pièce est mise dans la machine, le processus suit son cours. Avec l'allée-venue entre les architectes et la commission, le maire va intervenir au moment des évaluations, par exemple, des adjudications,
dans le choix des entreprises, il va donner son avis à ce moment-là, mais il n'aura jamais le dernier mot. Le dernier mot va être laissé au mieux à la coopérative et bien souvent au niveau de la préfecture, au service des dommages de guerre. Après, eux vont avoir des archives aussi à leur niveau, mais pas concernant la partie technique des dossiers. On se rend compte, un bon exemple, c'est le plan d'évaluation. Au moment de l'évaluation des dommages, ils doivent proposer le plan de la reconstruction du nouvel édifice. Ce plan-là, en fait, va faire le tour des différents services, de la commission diocésaine des monuments religieux, de l'inspecteur des monuments religieux, donc Paul Gélis, ensuite revenir au service des dommages de guerre, à la préfecture. Une fois que tous ces intervenants ont signé le plan, c'est ce plan-là qui va revenir à la mairie. Mais il n'est pas conservé au niveau départemental. Donc c'est vraiment très morcelé en termes d'archives, avec des choses effectivement aux archives départementales, avec des choses chez les architectes, parfois des choses dans les entreprises. Là, la conservation des archives n'a fait qu'aucun fonds d'entreprise n'a pu être retrouvé. Et les archives hautes qui sont, je crois, aux archives de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg, il n'y avait pas grand-chose concernant la partie post-Première Guerre mondiale. La chance, finalement, est d'avoir les fonds des deux coopératives qui existent. La malchance, c'est qu'un des deux fonds soit complètement inaccessible. Mais c'est vraiment le fonds le plus complet était le fonds des archives diocésaines. Parce qu'il y a vraiment cette vision à la fois globale et locale, et qui est vraiment conservée en tant que telle, qui était en fait les documents de travail du chanoine Metz quand il dirigeait cette coopérative. Dans les archives communales, on trouve quand même pas mal de choses. Mais là, je parle de la France de l'intérieur. On trouve tout, même les calices et des choses de ce genre. Ça m'a plutôt étonné parce qu'on était après 1905, et on a pris en compte les objets de culte proprement dit. Alors des calices, non, ça n'en a pas dans les archives. Au niveau des communes d'Alsace, à ma connaissance, je n'ai pas trouvé ce type d'objet-là. Ce n'est pas la propriété des communes, le parti immobilier est la propriété des conseils de fabrique ou des États. Certes, mais j'en ai trouvé, je dis bien, là c'était dans les Ardennes. Alors il y a aussi une question que j'aimerais vous poser, parce que vous avez montré beaucoup d'images, beaucoup de photographies, et à chaque fois, ou quasiment tout le temps, une collection particulière. C'est ma collection particulière. C'est ce que je pensais, voilà. Mais donc on ne trouve pas ça ni dans les communes, parce que parfois elles sont intéressées pour garder l'idée des destructions, des reconstructions, et bon. Autre question, que j'étais très intriguée par les vitraux que vous avez présentés, parce que, bon, bien sûr, on trouve le soldat qui meurt glorieusement, etc., le Christ, Jeanne d'Arc, etc. Ça, on trouve ça, grosso modo, dans les vitraux patriotiques. Mais ce qu'on trouve, quand même à plusieurs exemplaires, c'est la souffrance des civils. Or, ça, quand vous regardez les vitraux patriotiques 70, 14 et la dernière guerre, c'est un thème qui apparaît, en tout cas dans les Ardennes, pour la Seconde Guerre mondiale. À la Première Guerre mondiale, ça n'apparaît pas. Je sais qu'il y a eu des civils fusillés et des choses de ce genre, alors là on peut avoir un vitrail avec le nom des fusillés, mais les migrations, vous voyez, toutes ces activités, ça apparaît simplement pour le second conflit mondial, pas pour le premier. Donc vous voyez, il y a des nuances locales qui ne sont pas inintéressantes. Et pour revenir aux archives communales, vous avez vu beaucoup de choses. Alors il n'y a pas que les cloches, il y a tous les monuments aux morts, vous voyez apparaître tous les modèles qu'on est prêt à vous vendre. Il y a aussi, ça c'est dans les revues diocésaines, les publicités pour les fabricants de vitraux, etc., etc. Donc tout ce qui peut commémorer la guerre ou servir à en construire se trouve dans les archives communales. Bien sûr. C'était quoi la question? C'était juste une comparaison. Ah oui, d'accord, oui. Non, mais les archives communales sont très riches. Après, pour traiter 231 édifices, malheureusement, j'ai pas pu aller dans les 231 communes. Elles n'ont pas été versées. C'est une version, Ah non. Bon, les documents communaux sont encore en partie dans les communes. Ah oui. Mais normalement, ça doit se trouver aux archives départementales. Deux fois. Le conditionnel est plutôt deux. Normalement, c'est ça. Est-ce qu'il reste une dernière question peut-être? Merci encore, mademoiselle. Juste, quel était le statut juridique de ces coopératives finalement? Bonne question. Parce que c'est la coopérative protestante, de ce que j'ai compris, c'était un peu la famille Hartmann. C'est précisé
présidé par André Arpin, complètement. Oui, c'est ça. Et pour les catholiques, ça va être présidé, on va dire, ça co-dirigé par l'évêché, avec, on va dire, toute une litanie de laïcs aussi en vis-à-vis. Le premier président m'échappe maintenant, c'est à un moment donné, c'est le député Jourdain, et puis ensuite il passe la mort. Peu importe. C'est vraiment un statut particulier de coopérative qui émane en fait derrière de la législation autour de cet aspect-là au moment de la reconstruction. Aujourd'hui, on peut le considérer comme un établissement, on va dire, privé de droit, l'équivalent, quoi. C'est ça. Mais sauf qu'en fait, eux ne font que gérer les fonds publics et finalement, ils ne gèrent pas leurs fonds en propre, ils vont gérer les fonds pour les autres. Par contre, ils vont prélever ces fonds alloués aux communes, leur trésorerie à eux pour assurer, on va dire, le roulement de leur gestion courante des opérations, comme une maîtrise d'ouvrage déléguée finalement. Et à côté, finalement, globaliser, on va dire, ces chantiers pour les rationaliser et essayer de les faire avancer plus vite. Mais dans l'absolu, ils gèrent les fonds publics. Alors, le terme coopératif est peut-être un peu surprenant parce qu'il n'y a pas grand-chose de coopératif dans le fonctionnement. Globalement, si, au contraire. C'est toutes les communes justement qui se mettent ensemble pour mutualiser leurs propres indemnités, pour ensuite faire reconstruire, on va dire, ensemble leurs églises par cet organisme-là. C'est ces élites, ces communes-là qui vont se retrouver dans les comités directeurs, c'est les curés qui vont se retrouver dans le comité directeur. Donc il y a quand même cette notion de coopération au quotidien. Après, quand on regarde les chantiers dans le détail, c'est souvent les mêmes opérateurs qu'on va rencontrer, ça va être l'architecte directeur, ça va être le directeur, ça va être éventuellement le membre, on va dire, du conseil d'administration le plus proche qui va se rendre dans les communes. Les autres membres, on va dire, sont finalement assez peu dans la partie opérationnelle. Mais c'est justement pour ça qu'ils adhèrent, pour en être, on va dire, déchargés, et que la coopérative gère ça à leur place. Alors si j'avais une question, est-ce que les paroissiens sont associés au processus ou c'est complètement... non. En tout cas, moi je ne les ai pas trouvés en tant que tels, on va les trouver dans les conseils municipaux pour les adjudications, il y en a toujours qui vont avoir des avis à donner, ainsi de suite. Clairement, on ne les trouve pas directement dans le processus, qui est quand même très lourd sur le plan administratif. Même au niveau des municipalités, souvent ils préfèrent on va dire, se mettre un peu en retrait en disant oui, on laisse la coopérative gérer, faites ça comme vous l'entendez, ça nous facilitera la vie. Parce qu'il y a cette méconnaissance d'une part de la dimension juridique du problème qui est inédit pour tout le monde, mais surtout parce qu'il y a aussi tout le reste de la situation à gérer. Et y compris pour ces élus, leur situation personnelle qui vient s'ajouter aussi à la situation publique. Et qu'est-ce qui vous a conduit à vous lancer dans cette recherche? Je suis un peu fou. Non, mais moi en fait, pour faire un peu... voilà. J'ai passé mon enfance au pied de ce vitrail-là, et je me suis souvent posé la question de à quoi ça pouvait correspondre, à comment on était arrivé là, et à comment ça j'ai mêlé les filles, on s'est rendu compte que la situation était quand même assez globale, était quand même assez diversifiée, et puis quand il a fallu choisir un sujet de thèse, j'ai complètement changé de voie par rapport à mon sujet de mémoire de master, qui était consacré à la remise en état d'un champ de bataille, qui n'a pas grand-chose à voir avec ça. Et du coup, j'en suis venu à ces églises-là, et on s'est pris au jeu, et puis voilà. Mais c'était un sujet par intérêt, par aussi... Finalement, c'est un sujet qui n'a jamais été traité dans à ce niveau-là en Alsace, et qui, je pense, 100 ans après, méritait qu'on s'y attache. Et c'était vraiment finalement, la multiplication autour de l'édifice religieux, de la dimension sacrée bien sûr, mais surtout il y a les aspects militaires, il y a les aspects architecturaux, il y a tout cet aspect symbolique aussi dans les communes, qui finalement allient en fait différents aspects, différents regards pendant la guerre, après la guerre, et qui est assez intéressant parce que chacun va le percevoir à sa manière, et puis c'est un peu justement tous ces regards-là qui vont se retrouver au final dans la reconstruction. Mais c'est très personnel comme choix. Est-ce que vous avez pu faire une comparaison avec ce qui s'est passé dans les 10 départements, donc où il manque les 3 départements d'Alsace-Moselle, en termes de reconstruction des édifices religieux? Dans l'absolu, je voulais le faire au départ, finalement je ne l'ai pas fait parce que je me suis rendu compte qu'au fil de l'eau, il y a quand même pas mal d'études qui ont fleuri, que ce soit du côté du Champ des Dames, que ce soit du côté des Ardennes, que ce soit du côté de la Meuse. Alors à des stades plus ou moins avancés, il y en a certaines qui n'ont pas été finalisées, qui n'ont pas été publiées. Mais surtout que le cas alsacien était quand même très particulier par rapport aux autres départements. Et c'était plus finalement à ces distinctions, sur ces spécificités sur lesquelles je me suis attardé, parce que j'ai trouvé que c'est là qu'on avait un peu ces aspects, et qu'on va pouvoir étendre aussi le cas des églises alsaciennes au cas de la reconstruction en Alsace dans son ensemble. Et notamment sur le plan juridique, alors je vous ai épargné le chapitre sur le sujet, il y en a dans le bouquin,
aussi, la mise en place de la législation est quand même très complexe. À la confluence, je vous l'ai dit rapidement, de la France, de l'Allemagne, c'est la même problématique pour les monuments historiques. On va un peu picorer chez l'un, un peu picorer chez les autres, et on va se retrouver avec une loi pour classer des monuments historiques, des champs de bataille en tant que monuments historiques 10 ans après le reste de la France. Mais c'était plus ces particularités-là que j'ai voulu mettre en avant. Parce que finalement, sur le plan architectural, le régionalisme, effectivement, on va le rencontrer partout. En termes d'ampleur, on a des ordres de grandeur. Après, est-ce que comparer vraiment un dénombrement précis avec d'autres départements apportait quelque chose à cette analyse particulière? On aurait pu le faire, très sincèrement, pour des questions de temps aussi, je ne l'ai pas fait. Mais si, ça peut se justifier, après des comparatifs. L'idée était surtout de créer en fait une grille de lecture en fait, de ces édifices-là, de décomposer ces étapes. Et ça, par contre, on va se rendre compte, alors excepté la facilité on va dire, de la séparation fabrique commune qu'on ne va pas rencontrer ailleurs, ça peut s'appliquer aux autres départements aussi. Notamment des travaux de Stéphane Guillaume assez complets sur le chemin des Dames, que j'ai utilisé en tant que comparaison pour justement avoir un peu la vision dans d'autres secteurs. Le fait que ces églises aient été détruites dans le reste de la France par les Allemands et chez nous par les Français, ça n'a pas joué. Mais vous croyez que les Allemands n'ont pas détruit d'église du côté français non plus? Si, je veux dire, du côté français, c'était les Allemands, majoritairement, et du côté alsacien, c'était les Français. Non, pas Non, le front rouge. C'était le front, c'était les deux. Non, je vous remets la carte. Mais Dans la vallée de Munster, c'était les deux. Oui, c'était les deux. bien sûr. Le front, en fait, il coupe le haut un peu. Oui, oui. Donc vous avez. Non, c'est équivalent. Ça n'a pas joué. On faisait toute une instrumentalisation des destructions. C'est forcément la faute de l'autre. Ça, c'est évident. Bon, c'est parfois fascinant parce que quand on a quelques cartes postales sur les barbares ont détruit l'église, pas de chance, c'est vous qui l'avez détruite. Donc ça, on le rencontre très très fréquemment, mais c'est toute une propagande qu'on va rencontrer au même titre que dans le reste de la France. Ça va même plus loin. On a par exemple, j'ai bien aimé décortiquer le cas de la soi-disant atrocité de Senghor. Alors ça, c'est un exemple qui est génial. Alors, carte illustrée en main, avec le barbare allemand, avec son tisonnier qui veut mettre le feu à l'église. On commence à creuser et on regarde d'où vient cette histoire. J'ai des trucs qui ne collent pas. Le témoignage qui est le plus détaillé, c'est le témoignage d'un enfant de 6 ans écrit 70 ans après. Il avait une bonne mémoire, cet enfant. Donc je ne sais plus trop ce que je faisais à 6 ans en tout cas. Mais en creusant un peu cette affaire-là, on se rend compte que oui, il y avait des Français qui étaient un peu positionnés au rang du village. Il y avait des Allemands qui sont venus. Alors eux avaient une super idée, mais qui est en fait un doctrine militaire allemande, c'est il y a des Français dans la forêt, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre le feu à la forêt. Oui, c'est rigolo. Alors à l'automne, ça marche beaucoup moins bien d'essayer de mettre le feu à une forêt, je ne conseille pas, mais en tout cas, ils ont essayé, ça n'a pas pris. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont allé mettre le feu à 2 usines d'industriels qui étaient partis côté français au début de la guerre, par représailles, et puis les méchants. Et derrière, pas de chance, il y en a une des deux qui était à côté de l'église, qui a un peu léché, les flammes ont un peu léché l'église, un peu endommagé la toiture. Ils n'ont certainement pas mis le feu à l'église et elle n'était pas endommagée. Par contre, ce qui a endommagé l'église, c'est d'attendre pendant 4 ans que quelqu'un vienne déboucher les trous dans la toiture. Et avec 4 hivers successifs, avec toutes les infiltrations d'eau et autres, la toiture a fini par tomber. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment tout ça a été instrumentalisé, et c'est vraiment le circuit de l'information comme aujourd'hui. C'est une note de l'agence de presse Savas qui va être reprise mot pour mot dans 10-15 journaux différents à commenter. Alors je ne sais plus le nom, c'est le journal d'Alger, le nom m'échappe maintenant, mais qui derrière a un bon relais dans tous les quotidiens français. Les Allemands vont éditer des cartes postales, on voit les méchants français faire des combats de rue pour justement contrer cette propagande. C'est fascinant, quoi. Et on va retrouver ça dans des revues publiées il y a 10-15 ans, avec l'atrocité allemande de Senghor. Il y a des archives militaires françaises, il y a des archives militaires allemandes, il y a des constats de dommages de guerre. Quand on prend tout ça, on regarde un peu tout ce qu'ils ont fait, on essaie de comprendre, on se rend compte qu'en fait, non, c'est juste un feu qui s'est étendu au bâtiment à côté, et puis ça s'arrête là, et accessoirement, ils l'ont même éteint. Donc mais c'est cette déformation-là aussi. Après, c'est une information de guerre qui va être utilisée. Mais les Français sont bien conscients qu'ils détruisent aussi des clochers. C'est le cas des minages. Les minages, c'est pas l'Allemand qui vient miner un clocher en douce la nuit dans les lignes ennemies. C'est pas comme ça que ça marche. Mais là, ça devient aussi intéressant. On a trouvé des détails pour le minage du clocher de Cernay. Où là, prouesse étant, ils ont mis en place un affichage public dans la ville en disant tel jour à telle et telle heure on va faire sauter le clocher, donc vous êtes gentils, vous restez chez vous, vous ouvrez les fenêtres, vous fermez les volets et vous n'allez surtout pas ramasser les morceaux qui traînent par terre, c'est à nous, c'est chasse gardée, les militaires on les récupère. Et quand vous regardez en vis-à-vis les journaux de marche des unités françaises qui étaient stationnées,
Tu dis, oh bah oui, à telle heure et telle date, ah bah le clocher est tombé tout seul. Fascinant. Mission bien remplie. Mais non, ils ont conscience qu'ils détruisent eux aussi, et ces aspects-là, on ne va pas du tout les retrouver dans l'après-guerre. Alors bien sûr, dans l'instrumentalisation, la barbarisation, vous, les méchants Allemands qui ont détruit plein de clochers, mais de toute façon, c'est les Allemands qui payent. Donc au final, ils n'avaient plus rien à tirer de cette propagande-là après-guerre. Ce que souhaitaient les communes, par contre, c'était plutôt que le service de Magellan se dépêche un peu et qu'il donne les indemnités plus vite pour pouvoir reconstruire l'édifice plus vite. Et ça, finalement, les Allemands n'étaient strictement pour rien là-dedans, c'est de l'administratif pur. Si vous allez aux archives de la ville de Toulouse, vous trouverez 1 ou 2 volumes, je ne sais plus, qui montrent tous les villages et églises détruits par les soldats français. Après, il faudrait voir qui a vraiment détruit, mais vous voyez, des deux côtés, la cathédrale de Reims d'un côté, la barbarie allemande, air bien connu, et puis, donc chaque côté reproche à l'autre, et chacun est bien responsable d'un certain nombre de destructions. Alors, je voudrais vous reposer une question sur la commission diocésaine. Oui. Est-ce que vous trouvez beaucoup de choses sur les vitraux? Non. Non. C'est des choses à la marge dans les dossiers du chanoine Metz. Il n'y a pas d'archives pour m'en parler de la commission diocésaine des monuments religieux. En tout cas, moi, je ne les ai pas trouvés. Je n'ai pas trouvé de compte-rendu de séance ou autre. Là, c'est vraiment ces notes manuscrites par rapport au projet, par rapport aux réponses que lui devait faire au maire, qui venait généralement se plaindre chez lui de la commission, qui lui a dit « mais ce truc-là, c'est pas joli, j'en peux pas ». Donc, quand le maire le voulait quand même, généralement, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait se plaindre au chanoine Metz, en essayant de faire changer les choses, qui généralement n'arrivaient pas. Bon, mais c'est des archives très, on va dire, qui arrivent par voie indirecte. Moi, j'ai pas trouvé les archives directes, je ne sais pas si elles existent. Peut-être, mais... je ne sais pas. Je ne sais pas où on peut en trouver. On peut en trouver chez des maîtres verriers, pas toujours identifiés. Les archives existent, elles sont aux archives de la ville et de l'Europe Métropole. Mais elles ne sont pas très complètes pour cette période. Oui, enfin, je pense à d'autres maîtres verriers. Mais sinon, je ne sais pas où on peut trouver la manière dont on a décidé de faire un vitrail de telle manière dans telle ville. Donc j'espérais que vous pourriez dire, mais... Et non. Désolé. Eh bien, merci beaucoup.